Un grand merci de venir à cette table ronde qui est consacrée à la compliance, la corruption et la conformité. Le 4 février dernier, l'AFA a mis en ligne, dans son rôle de conseil, le premier d'une série de 6 guides sur la fonction conformité anticorruption en entreprise. C'est le premier d'une série de 6, à l'instar de la charte d'appui aux entreprises qui a été publiée le 2 octobre dernier. Alors la loi Sapin 2, ça fait presque 2 ans maintenant, 2 ans d'application, et fort des expériences de chacun de nos intervenants, nous souhaitons faire un point rapide sur tout d'abord les nouvelles pratiques qui se dessinent dans l'entreprise en matière de gouvernance et le rôle des responsables conformité, l'engagement primordial des instances dirigeantes, les impacts sur la compétitivité des entreprises, et pour terminer, peut-être un point un peu plus large dans le cadre de l'application extraterritoriale des lois étrangères. Alors pour débattre ce matin de ces questions, je remercie nos 3 intervenants. Alors madame, je vais commencer par vous. Claire Olive, vous êtes administratrice au Cercle Montesquieu. Vous êtes directrice juridique adjointe d'Oracle France. Vous intervenez sur ce panel en tant que coprésidente de la commission gouvernance et éthique du Cercle Montesquieu, qui regroupe à peu près 90 membres et que vous animez depuis 7 ans. Ensuite, monsieur Salvatore Erba, je vous laisserai la parole après. Salvatore Erba, vous représentez l'AFA. Vous avez été précédemment, vous avez occupé différentes fonctions au sein de la région Île-de-France, avant de rejoindre le groupe La Poste comme directeur du développement durable, puis directeur commercial en charge des grands comptes du secteur public. Vous êtes inspecteur de l'administration et vous êtes aujourd'hui sous-directeur du contrôle de l'Agence française anticorruption depuis 2017. Et enfin, monsieur Nicolas Tollet, vous êtes avocat chez Hugh Barts & Reed. Vous avez été auparavant VP Compliance de Technip. Vous avez travaillé d'abord comme avocat sur l'enquête DOJ et SEC sur Alcatel avant de rejoindre Technip. Puis vous avez géré Lavajato jusqu'à fin 2016, c'est ça? Et ensuite, donc, vous avez rejoint le cabinet. Je vous prie de bien vouloir excuser madame Béatrix Laurent-Moulin qui a eu un petit problème au dernier moment, qui ne pourra pas se joindre à nous, mais qui avait participé activement à la préparation de cette table ronde et nous n'hésiterons pas à vous relayer en tout cas son expérience. Alors, sans plus attendre, première question, premier point en fait sur les dispositifs de prévention à l'épreuve maintenant des enquêtes de l'AFA. Alors, première question, quelles sont les nouvelles pratiques de l'entreprise qui se dessinent en termes d'organisation, de gouvernance, le rôle du directeur juridique? Première question pour vous, peut-être Nicolas Tollet. Qui fait quoi entre directeur juridique, directeur de la conformité, audit interne? Quels sont un peu les rôles maintenant de chacun, mais encore une fois, à l'épreuve peut-être des premières expériences avec les contrôles AFA. Bonjour tout le monde. C'est vrai que traditionnellement, on voyait la compliance soit sous l'audit interne, soit sous les directions juridiques. Et ça commence à changer de plus en plus, de ce que je vois en tout cas personnellement. Et c'est vrai que de plus en plus, c'est le département juridique qui va un peu prendre le dessus sur l'audit interne et gérer la compliance, voire même, on voit aussi maintenant des compliance officers, des chief compliance officers qui vont être indépendants véritablement et être directement reliés au PDG, voire au conseil d'administration. Et en revanche, ces postes-là vont être gérés vont être pourvus plutôt par des juristes. Donc c'est probablement quelque chose qui doit faire plaisir à cette audience de directeurs juridiques où cette rivalité qui a pu exister à un moment donné entre audit et juridique sur qui allait s'occuper de la compliance, on voit que ces derniers temps, c'est plutôt le juridique qui prend véritablement le dessus. Et ce qui, à mon sens, a aussi du sens, puisqu'effectivement, dans la mesure où l'audit interne doit contrôler ce que fait la compliance, c'est un peu normal que la compliance ne soit pas sous l'audit interne. En tout cas, c'est mon avis personnel. Ensuite, ce que fait l'audit interne et ce que fait la compliance, pour moi, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. L'audit interne a un rôle véritablement de contrôler que les procédures sont appliquées,
toutes les procédures de l'entreprise. Donc effectivement, les procédures de compliance, il doit vérifier qu'elles sont appliquées. La compliance, c'est un département d'experts, c'est véritablement ceux qui connaissent quelle doit être la qualité de la mise en œuvre de la du programme. Donc ce sont eux qui doivent aller vérifier quelle est la qualité de la mise en œuvre dans les filiales. Et ça, c'est aussi important de garder à l'esprit que, et c'est ce qu'on va voir de plus en plus, les compliance officers doivent de plus en plus bouger à l'international. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas, on ne gère pas un programme de compliance uniquement depuis Paris. Il faut véritablement aller voir ce qui se passe en filiale. Merci. Salvatore Erba, vous, au-delà peut-être de le principe de non-immixtion de l'AFA dans la gestion interne de l'entreprise, est-ce que vous avez un peu des conseils par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez pu voir déjà ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous vous rappelez le principe, et ça ne fait pas de mal de le rappeler, c'est que nous, dans le cadre d'une fonction de contrôle et dans le cadre des conseils que l'AFA peut dispenser, on se garde bien de participer au combat entre l'audit et la fonction juridique. Ce n'est pas notre sujet. En revanche, ce qui est important pour nous, c'est que l'organisation de la fonction conformité comme l'organisation de la fonction contrôle et audit interne atteignent un optimum. Donc on va s'attacher à vérifier que peu importe les choix organisationnels de l'entreprise, qui ne sont encore une fois pas de notre responsabilité, peu importe les choix organisationnels, que les choix qui ont été faits de l'organisation de la fonction conformité et de la fonction juridique permettent aux uns et aux autres d'avoir une pleine latitude pour faire leur travail. Par exemple, la question du rattachement de la fonction de conformité, sur laquelle on n'a pas d'avis ou de recommandation précise ou de prescription, il n'empêche qu'il faut que, peu importe les choix, il faut que la fonction conformité ait les moyens de travailler, que le responsable de la conformité, le ou la responsable de la conformité, ait un accès privilégié à l'instance dirigeante et également, le cas échéant, devant le comité d'audit. Oui. Donc, ce qui nous importe pour nous, de notre point de vue, c'est, encore une fois, sans préjuger des choix d'organisation, que l'organisation soit efficace et qu'elle permette à chacun de faire son travail et d'avoir les moyens de le faire. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. Vous auriez peut-être préféré que je vous dise il faut, Alors, moi, je ne suis pas une femme de combat et je voudrais vous parler du monde idéal d'abord. Le monde idéal, c'est une fonction compliance indépendante, séparée des autres fonctions, avec des ressources, du budget, de l'influence. Ça, c'est le monde idéal. Et puis, il y a les besoins de l'entreprise et là-dessus, je trouve qu'on se rejoint avec les autres intervenants du panel, donc on ne va pas se battre. Quel est le besoin de l'entreprise aujourd'hui ? C'est de bâtir une fonction compliance structurée et efficace. Et après ça, il n'y a pas de règle. Alors après, il n'y a pas de règle, mais la position par rapport aux besoins, c'est une fonction indépendante. Les besoins, c'est quoi ? C'est d'avoir une fonction qui ait de l'influence. Une fonction qui soit capable de travailler de façon transversale avec les autres départements. Parce que la fonction compliance, bien sûr, c'est le poisson pilote, mais elle doit pouvoir travailler en transversal. Et je sais, compte tenu d'auditoire, vous savez très bien que nos organisations sont organisées en silos et que la transversalité n'est pas gagnée. Donc une fonction, une fonction qui s'incarne par quelqu'un qui doit pouvoir travailler en transversal. Et une fonction qui peut travailler en toute confiance avec l'instance dirigeante qui est le grand compliance officer de l'entreprise. Donc la confiance, c'est pouvoir parler directement, échanger, diriger ou exposer les risques pour pouvoir avoir une décision de l'instance dirigeante. Et c'est ce dialogue qui est essentiel, au-delà de la position idéale, dans le monde idéal. Effectivement, répondre aux besoins de l'entreprise qui, de mon point de vue, répondent aux besoins de l'AFA, c'est un sujet essentiel sur la partie de qui fait quoi. Alors bien sûr, j'ai une formation juridique et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de juristes dans la salle. J'ai quand même bien l'impression que les juristes cochent toutes les cases. Alors d'abord, la case de j'ai l'habitude de travailler en transverse et d'être chef de projet. Je suis un manager des risques et j'ai l'habitude de gérer le risque pour mon entreprise et ça, c'est un point hautement stratégique. Je suis dans la stratégie de l'entreprise et puis quand on me parle de pacte de corruption, quand on me parle de favoritisme,
je sais de quoi je parle. Et c'est ça, au-delà de la mise en place du plan de prévention, ce qui va compter, c'est de comprendre le risque de corruption qu'on veut éviter par le mécanisme. Et je pense que les juristes, c'est quand même leur compétence première. Et puis, il y a toute cette stratégie qui reste une stratégie juridique. Les nouveaux outils, la CGIP qui va faire partie de la stratégie à un moment donné, quand on va être en place de cette fameuse corruption. Donc, effectivement, pour l'ensemble de ces raisons, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas dans le département juridique ou compliance, je pense que la formation juridique permet d'envisager un leadership d'une personne qui a une formation juridique, mais pas seulement. Voilà, j'ai terminé. Merci. Est-ce que finalement le guide que vous avez publié sur les règles de 2e et 3e niveau est une bible que pourraient consulter nos juristes dans la salle? Salvatore Erba. Alors, le concept de Bible est quand même assez fort, hein. Donc je ne le reprendrai pas, mais en tout cas, c'est un guide qui n'a pas d'autre prétention que de vous donner des indications, des orientations pour pouvoir orienter vos propres travaux. Donc ce n'est pas prescriptif, c'est un point très important, hein. Ce sont des éléments pratiques qui nous paraissent devoir être communiqués pour vous aider à bien structurer, y compris la fonction conformité, parce que c'est bien ce guide-là que vous évoquiez. Je suis ravi que Madame Olive ait dressé devant vous le portrait robot du compliance officer idéal, parce que ça correspond assez bien à ce qui est indiqué, recommandé dans le guide de l'AFA qui a été publié. Alors ça, c'est au-delà du monde idéal, c'est d'une certaine manière dans quelle direction il convient d'aller. Ce que nous observons dans le cadre des contrôles, puisque vous le savez peut-être, mais ou peut-être pas, j'en sais rien, mais nous, le premier point que nous contrôlons, que nous investiguons dans le cadre de nos contrôles, c'est l'engagement de l'instance dirigeante. On va y revenir. Voilà, on va y revenir. Et parmi cet engagement, il y a évidemment le fait que l'instance dirigeante, c'est à créer les conditions de créer une fonction conformité, on verra. Et diffuser une culture de compliance. Et ce qu'on peut observer, c'est que les entreprises contrôlées, parce que là, je pense qu'on est essentiellement face à des entreprises, hein, puisque vous savez qu'on contrôle aussi les acteurs publics, les entreprises contrôlées offrent des choix organisationnels qui sont assez variables. Il y a sans doute une tendance, Maître Tollet l'évoquait, il y a sans doute une tendance qui, effectivement, on a le sentiment que la fonction juridique, d'une certaine manière, intègre la fonction conformité, mais cette tendance, elle n'est pas totalement uniforme, hein. Je préfère le partager avec vous. Je ne sais pas si je vais être un peu déceptif vis-à-vis des juristes, mais on observe que certaines, y compris des grandes entreprises, font d'autres choix. Justement, à ce titre, donc il y a deux théories qui s'affrontent. La première, c'est le rattachement de l'équipe compliance au COMEX, et une autre thèse qui est plutôt une indépendance par rapport au COMEX. Quel est votre sentiment, enfin, en tout cas votre expérience sur ce point? Par rapport au COMEX, pour moi, plus qu'en rattachement, c'est plutôt la question du siège au COMEX qui doit se poser à un moment donné. Ça fait des années qu'on explique que la fonction compliance est une fonction qui est ultra stratégique. Je pense que c'est maintenant quelque chose qui est intégré dans les directions juridiques et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille aussi au niveau des PDG et au niveau des administrateurs. Pourquoi c'est stratégique? Parce que les risques sont majeurs, parce que les risques sont pénals, parce que les risques peuvent toucher directement, personnellement, les dirigeants, le top management, que ce soit en matière de corruption, de blanchiment d'argent, de sanctions, embargo ou autre. Mais aussi parce que pour gérer cette fonction, on doit avoir accès aux informations les plus sensibles de l'entreprise. On doit avoir accès à toutes les informations, y compris en matière de M&A. Et donc d'avoir accès, de siéger au COMEX, ça va permettre d'avoir accès aux informations en direct. Ça va également, surtout aussi, permettre de donner un sérieux à la fonction. Parce que ce à quoi on fait face, et quand je dis on, je reprends ma casquette lorsque j'étais assis à votre place, c'est que parfois, on peut ne pas nous prendre au sérieux et donc du coup ne pas nous donner les informations. D'avoir ce siège au COMEX, ça va nous permettre d'avoir accès à ces informations. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler. Donc je sais que ce n'est pas forcément toujours le cas pour les directeurs juridiques, que les directeurs juridiques n'ont pas forcément ce siège au COMEX. Et cela sera probablement un moyen pour ceux qui n'y sont pas d'y rentrer. Mais voilà, pour moi, plus que le rattachement au COMEX, c'est plus le siège au COMEX qui se pose comme question. Claire Olive, vous parliez peut-être justement de la nécessité d'avoir des ressources propres tout en ayant une transversalité qui est primordiale. Allô ? Oui, des ressources, c'est
c'est l'expression du tone from the top. Enfin, on ne peut pas avoir, alors je n'avais pas prévu cette question-là, mais on ne peut pas avoir de vrai tone from the top si derrière on n'a pas des ressources. Et c'est pour ça que je veux revenir sur ce que vient de dire Nicolas, qui est essentiel. Oui, une position au COMEX, bien évidemment, on est tous d'accord, mais il ne faut pas que ce soit un leurre. Il ne faut pas que ce soit une place accordée comme ça, mais pour répondre, pour tick the box, pour remplir la case. Et puis s'il n'y a pas effectivement le besoin qui est derrière, qui est rempli, c'est-à-dire l'accès aux informations, une vision à 360 degrés et une vision stratégique, on n'en veut pas de la place au COMEX parce qu'elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse parce que moi, j'ai une vision très positive de la compliance. Je suis passionnée depuis des années. Et pour moi, on est en train de traduire d'une façon juridique les enjeux du monde de demain et d'aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une fonction qui a du sens. Mais attention. Donc oui, on en veut. Oui, on veut y aller, mais pas à tout prix. Et il faut que ce ne soit pas un leurre. Parce qu'effectivement, après, on va se retrouver dans d'autres préoccupations qui peuvent être dangereuses pour l'instance dirigeante qui m'intéresse beaucoup, mais aussi pour l'ensemble des compliance officers qui peuvent être exposés. Voilà. Alors justement, donc une vision globale et pas de black box, une application stratégique sur les projets. Et je reviens sur cette confiance qui est essentielle et cette implication et cette compréhension du business. Donc effectivement, pas nécessairement le juriste, mais le juriste est depuis des années un business partner. Un business partner, qui soit juridique ou pas, mais qui comprenne le business et la stratégie de l'entreprise et qu'on ne lui offre pas une chaise pour lui faire plaisir, mais une vraie chaise qui ne soit pas à l'heure. Alors justement, concrètement, quand on parle d'implication des instances dirigeantes, Salvatore Erba, la reco numéro 1 de l'AFA, c'est évidemment l'implication des instances dirigeantes, mais finalement, ce n'est pas dans la loi Sapin 2. Donc, il n'y a pas forcément, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une valeur contraignante ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Lorsque vous faites un contrôle, quels sont les facteurs sur lesquels que vous allez regarder ? Qu'est-ce que vous allez analyser d'un point de vue concret lorsqu'on parle d'implication des instances dirigeantes ? Ça veut dire quoi ? Oui. Alors, permettez-moi d'introduire une petite nuance sur le fait que l'engagement de l'instance dirigeante ne soit pas dans la loi. Elle n'est pas dans les 8 items, effectivement, de l'article 17, mais vous a pas échappé que ce sont les dirigeants, présidents et directeurs généraux, qui ont l'obligation de déployer les 8 items. Oui. Donc on peut dire que d'une certaine manière, l'article 17 commence comme ça, et que c'est le premier point qui apparaît, c'est que ces mesures et procédures qui, pour certaines d'entre elles, composent le système de management des risques, doivent être déployées par des présidents et directeurs généraux. Je crois que la loi est explicite là-dessus. Alors évidemment, quand on contrôle, pour qu'on contrôle que le dispositif anticorruption existe et est de qualité et est réellement déployé, et on commence par vérifier qu'il y a une volonté. Et cette volonté, elle doit nécessairement être portée par l'instance dirigeante. Oui, pour paraphraser un président de la République célèbre, quand il n'y a pas de volonté, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et on peut le dire à l'envers. Quand il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de chemin. Voilà. Donc on commence par vérifier que l'instance dirigeante est réellement engagée. Alors, ce n'est pas une appréciation, je dirais, subjective, je dirais un peu magique. Vous voyez, où on dirait, êtes-vous engagé ou pas ? Oui, je le suis. Et on passe à autre chose. Donc c'est objectivé. Nous avons des points de contrôle. Je les partage avec vous très rapidement. Donc l'engagement de l'instance dirigeante, c'est quoi ? C'est premièrement le fait que, vous évoquez le tone of the top, c'est que l'instance dirigeante ait communiqué sur sa politique de tolérance zéro. Et pris la parole, entre guillemets, sur l'intégrité et l'éthique, de manière générale. Ça passe par différents canaux, peu importe le support de communication, mais qu'elle ait communiqué sur le fait qu'elle, instance dirigeante, ne tolérera pas des faits de corruption ou trafic d'influence, pour être très explicite. Donc des éléments de communication personnelle, j'insiste, pas forcément la communication du compliance officer, communication personnelle de l'instance dirigeante. Deuxième point de contrôle, nous nous assurons que l'instance dirigeante porte le dispositif. Et porter le dispositif, ça veut dire, est-ce que l'instance dirigeante a lancé la construction d'un dispositif anticorruption ? Est-ce que l'instance dirigeante suit le déploiement de ce dispositif ? Est-ce que l'instance dirigeante, le cas échéant, a validé certaines mesures et procédures ? Je pense notamment à la cartographie des risques de corruption et de trafic d'influence. Voyez, donc là, on est sur, concrètement, est-ce que l'instance dirigeante a du reporting sur la manière dont le projet se déploie, oui. Est-ce qu'elle pilote un projet exigeant et rigoureux dans lequel elle s'engage personnellement ? Ça, c'est un point important. Et tout ça s'objective à travers, je dirais, différents éléments qui peuvent être communiqués, notamment quand on parle de reporting. Oui.
Donc, est-ce que l'instance dirigeante a pris la parole? Est-ce qu'elle s'engage dans la conception, le suivi de conception et le déploiement effectif des mesures et procédures? Et est-ce que, le cas échéant, l'instance dirigeante participe personnellement à la gestion de certaines mesures? Je prends un exemple. On ne va pas s'étendre trop longtemps, mais un dispositif d'évaluation des tiers, due diligence, parce que je pense qu'on parle beaucoup anglais ici. Est-ce que, au bout du bout, lorsque le dispositif il sort du dispositif que entrer en relation avec telle entreprise ou tel fournisseur ou tel client est coté rouge, est-ce que ça remonte jusqu'à l'instance dirigeante, y compris le cas échéant, si l'instance dirigeante entend, si l'entreprise entend outrepasser l'évaluation qui est faite, qui prend la décision? Vous voyez, ce sont des éléments concrets. L'engagement de l'instance dirigeante doit pouvoir aller jusqu'à le fait qu'elle mette la main à la pâte dans certaines mesures et procédures. Et autre élément, donc là je parlais de portage, d'engagement personnel dans certaines mesures et procédures. Est-ce que l'instance dirigeante, par ailleurs, déploie les moyens adéquats? Et les moyens, on en a déjà parlé, la fonction de conformité, le contrôle et l'audit interne. Et les moyens, c'est les compétences qui sont mobilisées, c'est le cas échéant les moyens budgétaires. C'est les moyens, ça va aussi dans le fait, est-ce que le responsable de la conformité a un accès facilité à l'instance dirigeante et au comité d'audit? Oui. Dans les moyens, on apprécie différents éléments qui permettent d'objectiver si réellement l'instance dirigeante s'est donné les moyens nécessaires pour construire, déployer, gérer son dispositif anticorruption. Et enfin, cet élément essentiel dans l'engagement de l'instance dirigeante, je m'engage, je déploie les moyens, et le cas échéant, si malheureusement des faits surgissent, est-ce que je sais prendre des décisions adaptées, y compris des sanctions? Pour aller directement au but, un des éléments de l'engagement de l'instance dirigeante, c'est la capacité de ne pas avoir la main qui tremble si malheureusement des faits surgissent. Puisque vous voyez bien la logique, si vous affichez une politique de tolérance zéro et qu'au bout du bout des faits surgissent et que des sanctions adéquates ne sont pas prises, vous n'êtes pas crédible. Justement, Claire Olive, vous parliez au sein de l'entreprise peut-être d'apporter des preuves tangibles. Il faut être extrêmement concret dans ce cas-là. Effectivement, déjà, quand on parle de l'instance dirigeante et de turn from the top, s'il n'y en a pas, le soufflet se dégonfle. Donc c'est la pierre angulaire. Sans ça, il n'y a rien. C'est pas pour rien que l'instance dirigeante, c'est le début de la recommandation sur la cartographie. Donc comment procéder à cette acculturation? C'était votre question. D'abord, il y a la loi au commencement et ça aide bien. Mais ça suffit pas. Après, il y a ce fameux fear factor. On a peur. Et ça fait... vous faites un petit peu peur parfois, monsieur Duchesne. C'est vrai. Et ça nous arrange bien. Ça nous arrange bien. On a peur des sanctions civiles, on a peur des pénales, on a peur de l'article 40, on a peur des sanctions pénales. On a encore plus peur depuis l'affaire UBS, parce qu'on voit que c'est plus exactement le contexte dans lequel on était il y a quelques années. On a peur de perdre des marchés, on a peur de perdre sa réputation. On a peur, mais est-ce que ça suffit? L'acculturation, elle passe aussi beaucoup par l'humain. Et par la communication. Alors la communication, on ne peut pas être tout seul, compliance officer à communiquer. Donc il y a tous les relais. Et le premier communicant, effectivement, c'est l'instance dirigeante. Ensuite, après cette communication, il y a la conviction. Il faut croire à ce qu'on dit. Il faut y croire et y croire de façon positive. Il faut être passionné parce que c'est vrai qu'on peut prendre des auditeurs qui font des tableaux et faire des tableaux. On ne sait pas les faire aussi bien de toute façon. Mais la personne qui parle au nom de la compliance doit être quelqu'un de passionné, de tolérant et d'ouvert pour qu'on puisse venir lui parler et lui confier ce qui ne va pas. Donc il faut ce fameux think positive dont tout le monde parle. Et pour la compliance, pour l'instance dirigeante, pour revenir là-dessus, c'est incarner la compliance au sens anglais du terme. C'est pour ça qu'on n'a pas changé le mot. To comply with. C'est pas seulement la conformité, c'est adhérer à. Et quand on adhère à, on a cette acculturation. Et la vraie acculturation pour moi, c'est quand tous les employés de l'entreprise sont des compliance officers. Du turn from the top au vendeur. Et on s'en rend compte parce que l'entreprise, elle a besoin de vendre. Et la compliance, elle n'est pas séparée du business. Pour moi, la compliance, elle est venue changer la définition de l'offre que l'entreprise remet. C'est-à-dire l'offre, c'est tiens, la vente est parfaite. Est-ce que la vente est parfaite quand on a un accord sur la chose et le prix?
Eh ben, depuis la compliance, non. Une vente parfaite, c'est quand il y a un accord sur la chose, le prix, et que les éléments de la compliance sont contenus et compris par le vendeur et sont partie de l'offre. Et là, on a l'acculturation. Voilà, l'acculturation se fait quand l'accord sur la chose et le prix ne suffit plus. Et effectivement, quand on a eu le call, j'avais dû vous dire, ouais, le top pour de top, c'est sympa. Moi, je l'avais dit, un des country leaders chez nous qui était venu au début de l'année nous parler du business. Je lui ai dit, l'année prochaine, tu parleras de compliance dans tes vœux. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, c'est un cercle vertueux. Et puis moi, je veux des preuves, en fait. Des preuves de compliance comme des preuves d'amour. Il n'y a pas que les mots. Donc, donnez-nous des preuves de compliance, vous les instances dirigeantes qui nous laissent une belle place au comité de direction. On veut des preuves. Je pense que c'est des preuves que vous cherchez vous aussi, Monsieur Herba. Est-ce que ce sont des preuves d'amour ? En tout cas, ce que disait Nicolas Tollet, au-delà peut-être des preuves d'amour, et on comprend bien le message, c'est en tout cas ce que vous disiez, peut-être pas la main qui tremble au niveau des instances dirigeantes. Peut-être à minima. Oui, après, je voulais aussi revenir sur la question des moyens. Je parle véritablement à beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entreprises du CAC 40 et beaucoup d'entreprises du SBF 120. Honnêtement, on voit énormément de différences. On voit des entreprises qui ont compris, on voit des entreprises qui ont les moyens, et on en voit, y compris au CAC 40, du SBF 120, qui n'ont pas les moyens. Et c'est difficile parce qu'elles n'y arrivent pas, et je pense que l'AFA doit le voir également. Mais il y a des profils des entreprises qui sont différents, mais même à risque égal, on voit des entreprises qui mettent des moyens complètement différents. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. On rajoute des zéros, c'est vraiment... On essaie de porter les entreprises du mieux qu'on peut, mais à un moment donné, il faut véritablement que la décision et que l'AFA en fait, aide ces entreprises à obtenir ces moyens. Elles ont vraiment besoin de vous, pour le coup. Sans vous, elles n'y arriveront pas. C'est très important de le réaliser. Le rôle de conseil. Parce qu'on a pour le coup, j'ai vraiment une vision transverse. Je vois vraiment beaucoup d'entreprises, des entreprises très différentes. Et elles n'avanceront pas sans ça. On a parlé de la peur, mais il y a aussi un besoin, sans forcément nécessairement faire peur, d'expliquer et de convaincre. Ce n'est pas les directeurs juridiques qu'il faut convaincre, c'est les PDG, c'est les administrateurs. Alors oui, justement, on parle d'instances dirigeantes. Peut-être une petite parenthèse sur le conseil d'administration. Quelle est la nécessité d'intégrer le conseil d'administration dans cette culture de la compliance pour que ça puisse descendre. L'idée, c'est quand on dit instance dirigeante, c'est aussi conseil d'administration. Nicolas Tollet. C'est aussi les administrateurs et en fait, c'est aussi les administratrices, je trouve. Et du coup, il y a un changement effectivement dans les conseils d'administration qui est plutôt positif avec cette mixité qui se crée. Et ce qu'on voit et que j'ai vu à plusieurs reprises, c'est que souvent, ce sont plutôt les administratrices qui sont sensibles à cette question. Et les administratrices, du coup, peuvent véritablement porter la voix de la compliance, porter la voix du Chief Compliance Officer ou du directeur juridique / Compliance Officer si c'est le cas, et faire débloquer des choses. Et ça, c'est des éléments que j'ai vus chez des clients où, à partir du moment où le board ou quelqu'un au sein du conseil d'administration a réellement percuté l'importance du sujet, compris qu'il fallait mettre en œuvre des moyens et donner les ressources et également donner accès aux informations, beaucoup de choses se débloquaient dans l'entreprise. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la formation des administrateurs et peut-être à l'IFA. Alors, un point vous voulez soulever ? D'accord. Alors peut-être maintenant, je vous en prie. Juste un mot sur les conseils d'administration, parce que c'est un point essentiel. Nous considérons, en tout cas dans le cadre des contrôles, que les conseils d'administration sont des parties prenantes au sein de l'entreprise qui doivent être entendues dans le cadre de nos entretiens, notamment dans le cadre du contrôle sur place. A fortiori, lorsque ces administrateurs participent ou président aux comités qui sont des examinations du conseil d'administration, comme le comité d'éthique ou le comité d'audit. On considère que c'est très important parce que vous avez compris que notre philosophie, notre vision, et qui je crois est largement partagée ici, c'est que la conformité anticorruption, ce n'est pas qu'une affaire technique et de mesures et de procédures. Il convient que ces mesures et procédures soient mises au service d'une réelle volonté
de définir des entreprises ou des organisations conformes, qui donc créent les conditions de maîtriser leurs propres risques de corruption et de trafic d'influence. Donc ça passe nécessairement par le fait que l'instance dirigeante, mais aussi les administrateurs qui ont une responsabilité dans gérer le suivi de la gestion de l'entreprise, que les administrateurs soient conscients qu'ils ont une responsabilité dans ce domaine, que ce n'est pas qu'une affaire de gérer de dirigeants, de directeurs généraux ou de directeurs de la compliance ou du directeur de l'audit. Ils ont une responsabilité. Certes, ils ne définissent pas les mesures, mais en revanche, ils doivent s'assurer que l'organisation dont ils sont administrateurs, c'est bel et bien, ne serait-ce que conformé à la loi. Voilà. Donc ça, c'est un point essentiel. Donc nous les rencontrons. Et au bout du bout, lorsque je crois pouvoir vous dire, parce qu'on parlait d'instance dirigeante, quand un rapport de contrôle de l'AFA est notifié, il peut arriver que le contrôle s'ouvre avec des instances dirigeantes qui ont une vision un peu, je dirais, lointaine de leurs responsabilités. Mais à la fin du contrôle, ces mêmes instances dirigeantes qui souvent, d'ailleurs, pendant le contradictoire, sollicitent un entretien avec le directeur de l'AFA, M. Duchesne, on les retrouve en fin de parcours, je dirais, beaucoup plus conscients de leurs responsabilités. Oui. Et c'est un des aspects positifs. C'est un effet de bord très positif des contrôles. Oui. Alors, autre effet de bord très positif des contrôles, c'est sur la compétitivité maintenant des entreprises. On parle de construction et de préservation de la réputation de l'entreprise, d'attractivité, de rétention des talents, de la marque employeur, d'entreprise éthique et surtout la capacité d'accroître le chiffre d'affaires. Un mot peut-être, Nicolas Tollet, justement sur le vrai intérêt et l'attractivité en termes de business dans le cadre de la culture, d'influer une culture compliance au sein de l'entreprise. Oui, alors l'attractivité, c'est vraiment un point essentiel. On pense souvent que la compliance, ça va être un frein, que ça va freiner le business, que ça va tuer le business, voire même. Ça, c'est vrai quand le programme de compliance est mal fait. Quand le programme de compliance est bien fait, qu'on lui donne les moyens véritablement d'agir, c'est vraiment pas le cas. Au contraire, on va accompagner le business, on va protéger le business et on ne va pas le gêner. On va le protéger sans le gêner et on pourra agir également avec beaucoup d'agilité et beaucoup de rapidité. Y compris quand les process sont véritablement très approfondis. Donc oui, l'attractivité, c'est un sujet qui est important par rapport à ça, et ça peut même devenir un avantage compétitif pour une entreprise. D'une part, ça va permettre de rationaliser la supply chain de l'entreprise. Pour ceux qui ont commencé à faire des due diligence sur les tiers les plus à risque, peut-être directement, ceux qui sont en contact avec l'administration, les business partners, les agents, vous allez probablement voir, vous avez peut-être déjà constaté que dans certains pays, par exemple, on utilise plusieurs tiers qui font la même chose sans forcément comprendre pourquoi. C'est juste pas forcément parce qu'il y a de la corruption derrière, mais peut-être parce qu'il y a juste de la mauvaise organisation au niveau local. Et donc ça va permettre de nettoyer ça va permettre un petit peu de rationaliser tout ça. Lorsque vous allez vous approcher également des business partners, des agents, que vous allez regarder leur rémunération, vous allez aussi la rendre plus raisonnable, et mine de rien, ça va aussi agir sur les marges des projets. Et donc du coup, ça va aussi permettre de rendre l'entreprise plus profitable. Et outre ça, on voit également que ça permet de ne pas être compliant, on peut perdre des projets. J'ai un client, par exemple, pour une anecdote, qui m'a appelé il y a quelques mois pour m'appeler en me disant j'ai le project manager sur un projet qui vient de m'appeler, ils veulent travailler avec cette entreprise, sauf que cette entreprise elle vient d'être blacklistée par la Banque mondiale. Donc je lui dis, écoutez, c'est pas forcément dramatique, dès lors qu'elle a été condamnée, elle a peut-être mis au contraire un programme anticorruption très approfondi, et au contraire, parfois les entreprises qui sont sanctionnées sont celles qui ont les programmes les plus adaptés. Donc il faut juste regarder ce qu'ils ont mis en place effectivement. Donc j'explique ça, la directrice juridique du coup va avoir son project manager et lui explique la situation, et en fait très rapidement le project manager a dit non, en fait on n'est pas sûr, peut-être que le projet sera financé par la Banque mondiale, on ne sait pas encore, donc dans le doute on ne va pas travailler avec ce fournisseur, et ils ont choisi un autre fournisseur. Et j'ai d'autres exemples où c'est l'inverse, où c'est au contraire où on gagne des projets grâce à ça. Et quand je parle de projets, je parle vraiment de très gros projets, où on a des clients très sophistiqués en face qui vont choisir votre entreprise parce que justement, ils savent que vous n'allez pas les corrompre. Ce n'est pas juste sur le papier, ce n'est pas juste du marketing en faveur de la compliance, c'est une réalité quand c'est bien fait. Vous souhaitez intervenir Oui, sur je ce suis tout point? à fait d'accord. Et puis,
De toute façon, le thème de l'atelier, c'est ce qu'on a le choix. On n'a plus le choix. Alors autant que ça devienne une opportunité. Et l'opportunité, c'est la performance, parce qu'on peut tout perdre si on n'y est pas. On peut perdre ses clients, on peut perdre ses fournisseurs. Et l'effet de compétitivité, Collaborateurs. c'est ce cercle vertueux, parce que nos clients et nos fournisseurs attendent ça de nous. Et dans quelques temps, est-ce qu'on pourra ne plus être conforme? Est-ce qu'on pourra ne plus avoir de plan de compliance? Non. Alors, on a de la chance d'avoir un programme très original en France de prévention, faisant-en une force au lieu d'en faire une faiblesse. Capillarité, cercle vertueux et efficacité des process, comme vous disiez, Nicolas, mais pas alourdir d'une façon trop technique pour fluidifier. Que le process qui va accompagner la compliance et qui fait peur à tous soit un moyen d'atteindre cette compliance et pas une fin en soi, parce qu'effectivement, il faut garder tout cet aspect humain pour garder cette compétence et être fier de son programme. Salvatore Erba, sur ce point. Oui, effectivement, il y a un coût de la non-conformité. Et le coût, c'est la perte d'affaires, mais aussi le fait de ne pas en gagner. Ça, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Et puis, ça a été dit, on n'a pas forcément le choix. Donc, autant effectivement transformer une contrainte en opportunité. Moi, j'ajouterais quand même une autre dimension qui va peut-être vous faire sourire, c'est que le coût de la non-conformité pèse aussi sur l'économie française. Donc, ça affecte l'attractivité et la compétitivité de l'économie française. Voilà. Donc, on n'est pas seul dans son entreprise, on est aussi partie d'un territoire, où il y a des entreprises, des emplois, des intérêts. Et le fait de ne pas être conforme, ça affecte l'entreprise, mais ça affecte aussi le territoire dans lequel on s'inscrit. Alors justement, sur ce point, tout ça, je dirais, est très beau sur un marché français où tout le monde se donne des preuves d'amour. Maintenant, avec des pays étrangers qui n'appliquent pas du tout les mêmes normes. Je ne parle pas de l'Europe, mais des pays peut-être plus sur le continent africain. Est-ce que ça reste concrètement? Est-ce qu'on peut se dire les choses? Est-ce que c'est encore un frein au business des entreprises françaises? Ou est-ce que finalement, aujourd'hui, on arrive finalement à conclure des marchés grâce à ça? L'Afrique est un pays, c'est dangereux effectivement, mais on peut malgré tout faire du business en Afrique. Mais ça va nécessiter effectivement plus de précautions. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller. Il faut y aller au contraire, mais il faut le faire bien. Et peut-être qu'effectivement, il y a des marchés sur lesquels soit on n'ira pas, soit on décidera de se retirer, soit on décidera de perdre une affaire parce qu'on sait qu'en face, ils ont corrompu. C'est la vie. Sur certains projets, effectivement, eh bien, on va les perdre. Sur d'autres, on pourra les gagner. Et c'est pas forcément les gagner, c'est pas forcément que dans les pays qu'on peut imaginer. Moi, j'ai des exemples en Arabie Saoudite, par exemple, où on gagne des projets. Les Saoudiens, il y a eu beaucoup d'histoires par rapport à ça, mais sont aussi sensibles à cette question. Le Nigeria, c'est une autre plus compliqué, mais voilà. On est face à des clients qui sont de plus en plus sophistiqués en Europe, aux États-Unis, mais aussi ailleurs. Et ces clients font des due diligence, font également des audits, et du coup, ça a un impact, ouais. Pour terminer sur ce point, Salvatore Erba, je pense que c'est intéressant. Vous aviez souligné lors de la préparation de cette table ronde que finalement la réputation maintenant est un élément constitutif du patrimoine dans l'entreprise. Je pense qu'à ce titre-là, ce serait bien de rappeler ce point. Alors, vous le faites vous-même, donc c'est parfait. Donc, non, alors, cela dit, c'est une réalité que tout le monde partage. Hein. Il y a ici des spécialistes bien plus pointus que moi sur les problématiques de goodwill ou des choses comme ça. Hein. Mais la réputation, c'est plus que jamais dans un enjeu majeur de compétitivité pour l'entreprise. Le fait de la perdre coûte très très cher. Hein, vous savez, il faut 20 ans. Perdre, difficile il faut 20 ans, à il faut 20 ans gagner. pour gagner en réputation et il faut quelques jours pour la perdre. Hein, voilà. Donc ça, c'est un élément majeur. Quand on a une vision pérenne de ses activités, de ses affaires, tout jouer sur un coup est quand même un peu troublant. Voyez, donc on risque de tout perdre pour réussir quelque chose et affecter la compétitivité et la prospérité de son entreprise pour 20 ans. Oui. Bon, donc ça, c'est très dangereux. Dans ce contexte, moi, je ne peux que vous rappeler que, vous l'avez compris, les dirigeants donc, à qui s'appliquent les obligations de l'article 17 doivent donc déployer un dispositif anticorruption permettant de prévenir, détecter la commission en France et à l'étranger
de faits de corruption et de trafic d'influence. Voilà, je profite de l'occasion, puisque le sujet international Très est, bien. évoqué, juste pour rappeler qu'évidemment, quand nous contrôlons un dispositif anticorruption, eh bien, nous contrôlons que l'entité contrôlée, même si elle a des filiales à l'étranger, a réellement déployé son dispositif aux bornes du groupe, y compris pour la filiale nigériane ou la filiale égyptienne ou la filiale je ne sais où. Oui, voilà, c'est très D'accord. important, hein. Intégrez-le. On n'est pas sur une logique franco-française. Merci pour cette précision. Alors, j'aimerais maintenant que nous revenions plus précisément sur les contrôles AFA. Salvatore Erba, je m'adresse à vous. L'article 17 de la loi Sapin 2 détermine quelles sont les entreprises qui peuvent être soumises au contrôle AFA. Permettez-moi d'être direct. Pouvez-vous nous dire combien de contrôles sont en cours, ont été notifiés ou en tout cas ont été amorcés depuis 2017, concrètement? Alors, nous avons le directeur de l'AFA ici présent a ouvert les 6 premiers contrôles en 2017 qui portaient sur 6 entreprises, dont une entreprise publique, et ont été ouverts en 2018 28 contrôles portant sur des entreprises et 15 contrôles portant sur des acteurs administratifs, des acteurs publics. Et là, j'évoque seulement les contrôles dits d'initiative, c'est-à-dire les contrôles que le directeur de l'AFA peut lui-même ouvrir. Donc ça fait 28 sur 15, 43. Mais 28 contrôles portant sur les entreprises. Je signale comme ça, au passage, parmi ces 28 contrôles ouverts donc, sur des entreprises, 11 portaient sur des filiales françaises de groupes étrangers. Ce n'est pas totalement anodin que de le dire. Étant entendu que par ailleurs, 4 autres contrôles ont été ouverts, mais portant sur des programmes de mise en conformité décidés dans le cadre de conventions judiciaires d'intérêt public. Donc, pour le dire très simplement, les contrôles de l'AFA, il y a 2 types de contrôles. Des contrôles d'initiative décidés par le directeur, donc c'est 43 ouverts en 2018, dont 28 sur les entreprises, et des contrôles portant sur l'exécution de mesures judiciaires, 4 contrôles ouverts en 2018, compte tenu des 4 CJIP établis en 2018 qui portaient sur des faits de corruption et donc susceptibles de comporter un programme de mise en conformité. D'accord. Pardonnez ma curiosité encore. Comment se décide le programme, en tout cas la programmation des contrôles? Y a-t-il un plan ou un programme de contrôle et en fonction de quels critères ou peut-être surtout de secteurs spécifiques? Alors, je vais le dire à la place du directeur, mais il y reviendra lui-même tout à l'heure s'il le souhaite. Et c'est très important parce que je pense que c'est plus élégant que ce soit moi qui rappelle ses pouvoirs propres, que ce soit lui qui le fasse. Voilà. Donc, le directeur de l'AFA a des pouvoirs propres que lui confie la loi. Et ces pouvoirs propres l'autorisent à mettre au plan de contrôle, et à partir du moment où l'entité, évidemment, doit respecter les obligations qui figurent dans la loi, donc le met en situation de décider de mettre au plan de contrôle l'entité qu'il souhaite y mettre. Il n'a pas à se justifier des raisons pour lesquelles il décide de contrôler telle ou telle entreprise ou telle administration. Ça, c'est très important. Le fait qu'il ait un pouvoir propre n'empêche pas qu'il y ait une stratégie de contrôle. Et donc, il y a des lignes directrices qui guident la programmation, que je vais partager très rapidement avec vous. Ces lignes directrices, d'abord, là je m'attarde surtout sur les entreprises, portent sur le fait que nous avons, compte tenu de la vocation même de la loi Sapin 2, son origine, sa genèse, qui consiste essentiellement à faire en sorte que les grandes entreprises françaises musclent leur jeu pour éviter de tomber bêtement dans les mailles de certains filets. Bon, donc à partir de là, évidemment, on respecte, je dirais, l'ambition de la loi Sapin 2. On a plutôt, même clairement tendance, à mettre au plan de contrôle des grandes entreprises. Donc je dirais, on descend l'escalier par le haut. Oui. Et ces grandes entreprises, vous le savez, elles appartiennent à des secteurs d'activité qui sont, pour certains, plus exposés que d'autres, compte tenu des éléments à notre disposition. Donc plutôt des grandes entreprises qui appartiennent à des secteurs plus exposés que d'autres au risque de corruption ou de trafic d'influence. Je ne vais pas faire mystère de ces secteurs, vous les connaissez, tout le monde les connaît. Enfin, les OCDE d'ailleurs a écrit là-dessus il y a quelques années. Donc les industries extractives, le BTP, la santé, les TIC, la finance, les transports, voilà. Alors, je dirais les secteurs d'activité que tout le monde s'accorde à considérer comme étant les plus exposés au risque de corruption ou de trafic d'influence, donc grandes entreprises, secteurs exposés. Et on s'attache aussi, parce que on le regrette de notre point de vue, mais qu'on ne peut pas contrôler tout le monde. Donc il faut bien que les contrôles aient aussi un effet d'exemplarité et de diffusion. On sait que les grandes entreprises se parlent, et c'est tout à fait naturel. On sait que ces grandes entreprises... Leurs avocats, notamment, maître, vous le confirmerez sans doute. À partir de là, évidemment, on fait le pari qu'en contrôlant des entreprises que l'on sait observer par leurs pairs, eh bien, qu'il y aura un effet de diffusion dans toute la filière. Et enfin, et le directeur de l'AFA ne s'est jamais caché, nous prenons aussi en compte les signalements que nous jugeons crédibles. D'accord. D'accord.
Alors, justement, concrètement, sur les pouvoirs dont disposent les agents de l'AFA, on le rappelle, l'AFA n'est pas chargée de la recherche et de la poursuite d'infractions pénales. Corrigez-moi si je me trompe. Ces agents ne disposent pas de pouvoir de police judiciaire ou de pouvoir coercitif. Pour autant, les agents de l'AFA disposent d'un droit de communication. Et l'article 40 de la loi Sapin 2, par ce biais, ont droit d'avertir le PNF, le parquet national financier, si la corruption est suspectée. Nicolas Tollet, est-ce que vous pouvez nous faire un point, peut-être un peu, sur cette répartition des rôles, article 40 avec le PNF et peut-être les autres autorités de contrôle, comme la concurrence et l'AMF notamment? Oui, juste très rapidement, effectivement. On a pu se poser des questions à un moment donné, mais non, l'article 40 est très clair. On peut communiquer au parquet, mais uniquement au parquet. Et après, il y a effectivement un engagement de confidentialité qui tient les agents et qui est un engagement qui est tenu par la responsabilité pénale pour les agents. Donc c'est important, effectivement, que les informations qui sont collectées lors de ces contrôles soient réservées uniquement au contrôle et ne partent pas sur d'autres autorités. C'est tout, mais apparemment, c'est quelque chose qui est acquis. Je me permets d'embrayer tout de en suite, prie. maître. Alors, vous l'avez rappelé, alors effectivement, nous ne faisons pas d'enquête judiciaire ni d'inspection. En revanche, nous faisons des contrôles, il faut quand même le rappeler. Nous faisons des contrôles, dont certains d'entre eux, ceux en tout cas, qui sont faits sur le fondement de l'article 17, sont susceptibles d'être, in fine, s'il y a des constats de manquement qui n'ont pas pu être levés, soit de faire en sorte que le directeur émette un avertissement, soit qu'on saisisse une commission des sanctions. C'est important quand même. Le législateur, il a souhaité qu'il puisse y avoir, le cas échéant, des sanctions administratives à l'issue des contrôles faits sur le fondement de l'article 17. Dans ce cadre-là, bien que nous ne fassions pas d'enquête judiciaire, les agents du contrôle disposent d'un droit de communication qui est défini par l'article 4 et qui est très clair. Grosso modo, maître, vous ne me contredirait sans doute pas, on peut demander tous les documents professionnels utiles à l'exercice de notre mission et on peut s'entretenir avec toutes les parties prenantes, internes ou externes, de l'entreprise, avec qui il est utile de rencontrer pour pouvoir vérifier les informations communiquées, notamment pendant le contrôle sur pièce. Il faut quand même le rappeler. Certes, on ne fait pas de l'enquête judiciaire, mais on a un droit de communication qui est très bien écrit par la loi. Bon. Ça, c'est un point important. Ensuite, la question du secret professionnel, effectivement, les textes sont très clairs là-dessus, mais je signale quand même que l'article 40 du Code de procédure pénale, le législateur en 2016, il n'était pas forcément contraint de le rappeler. Il existe depuis très longtemps, cet article 40. Si le législateur, en 2016, a entendu dans la loi elle-même rappeler que les faits susceptibles d'être qualifiés pénalement devaient être communiqués au parquet compétent, c'est que le législateur, en 2016, a estimé qu'il convenait de le rappeler. Oui. Donc, ne minimisons pas le fait qu'en 2016, le législateur a souhaité rappeler quelque chose qui existait déjà dans la loi. Oui. Donc ça a du sens. Et enfin, sur la question de la communication des informations, on sait bien, puisqu'on est aussi connecté avec les parties prenantes, on sait bien qu'il y a circulé ici et là ce que j'appelle une légende urbaine. Le fait que nous entendrions tellement bien avec les autorités de régulation qu'on partagerait tout. Vous voyez, c'est un peu ça, maître. Alors, je ne peux pas être plus clair. Il n'en est pas question. Nous avons un dialogue méthodologique avec les autorités, y compris l'autorité de la concurrence, d'ailleurs un dialogue de grande qualité, parce que nous sommes une jeune institution et qu'il vaut mieux capter rapidement l'expérience des uns et des autres plutôt que de tomber dans des choses trappes dans lesquelles ils sont déjà tombés et dont ils se sont relevés. Vous voyez, donc on essaie de capter rapidement l'expérience des autres autorités, autorités de la concurrence, AMF, ACPR, voilà, on ne se la cache pas, mais c'est un dialogue méthodologique. On n'échange pas d'informations ou du renseignement entre autorités. La seule autorité susceptible d'être saisie de faits susceptibles d'être qualifiés pénalement, ce sont les parquets compétents. Donc je l'aurais dit, je le répète, tordons le cou tous ensemble à cette légende urbaine. Très bien. Alors, une fois que les contrôles sont passés, sur quels critères se fonde l'AFA pour déterminer en fait le montant des sanctions ? Enfin, l'AFA et la commission des sanctions, oui. Surtout, principalement. Alors, les textes prévoient que le directeur de l'AFA, lorsqu'à l'issue du contrôle, et si évidemment le contrôle amène à ne pas lever les constats de manquement constatés, établis, peut soit émettre un avertissement, soit saisir la commission des sanctions. Et lorsqu'il décide de saisir la commission des sanctions, eh bien, il émet un avis qui porte notamment, qui évidemment rappelle les griefs qui est fait à l'entité contrôlée, et qui porte également sur la nature et le quantum des sanctions qu'il propose à la commission des sanctions. Alors,
Donc il établit cet avis et ensuite il revient à la commission des sanctions de suivre ou pas, en tout ou partie, l'avis du directeur de l'AFA. D'accord. Alors, juste une dernière parenthèse avant de conclure. On lit, en tout cas j'ai lu, que la certification anticorruption peut être intéressante pour les entreprises. Je voulais vous entendre sur ce point parce que je crois que finalement, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un talisman pour l'entreprise? Nicolas Tollet. Pour moi, toutes les entreprises devraient effectivement réfléchir à se faire certifier, pas parce que c'est un talisman, mais parce que dans la mesure où on doit faire des due diligence sur tous nos suppliers, avoir une case certifiée ISO, eh bien, c'est un premier élément indicatif, ce qui n'empêche pas, malgré tout, en fonction du risque auquel on peut faire face avec ce type de tiers, de faire une due diligence par soi-même. Disons que c'est un élément. Oui, c'est quelque chose qui devrait être fait par les entreprises à mon sens, mais ce n'est pas pour autant un talisman qui empêche de faire une due diligence sur le tiers. Oui, puis c'est très utile aussi quand on travaille avec des tiers pour se reconnaître en disant oui, loi Sapin, oui, certification, mais la certification, c'est comme les process. Il ne faut pas se reposer dessus comme sur des lauriers parce que ça ne suffit pas et ça ne garantit pas la conformité. Donc restez vigilants, ne pas se contenter de ça, car ça ne garantit rien. Salvatore Erba. C'est très clair. Et alors, évidemment, tous les efforts déployés pour se mettre en conformité sont louables. Je ne veux pas, n'interprétez pas mes propos comme étant hostiles à la certification. En revanche, comprenez très clairement que le fait d'être certifié 37001 ne vous donne pas un passeport dans le cadre des contrôles de l'AFA. Vous ne pouvez pas nous dire nous sommes certifiés, donc votre contrôle ne peut pas nous amener à constater des défaillances ou des mesures et procédures mal ou pas suffisamment déployées ou pas correctement déployées, et donc vous ne pouvez pas établir de constat de manquement. C'est très clair. Évidemment, dans le cadre d'un contrôle, tous les éléments sont pris en compte pour pouvoir apprécier l'état réel du déploiement du dispositif anticorruption, mais la 37001 n'est pas, comme ça a été dit, un talisman qui permet, en étant agité, d'échapper au travail des contrôleurs de l'AFA. En revanche, un contrôle de l'AFA, éventuellement, une entreprise pourrait vouloir, si elle le satisfait, le publier pour non pas certifier, mais en tout cas montrer qu'effectivement ils ont une culture qui a été approuvée par le gouvernement français, du coup. Très bien. Alors pour conclure, peut-être c'est un peu tôt, mais la question est de savoir si on peut peut-être déjà dire que le dispositif actuel français permet de protéger les entreprises françaises contre cet impérialisme, ce smart power entre guillemets américain qui inflige toujours à nos entreprises européennes et particulièrement françaises sanctions et monitoring. Point peut-être à l'exemple de la CGIP qui a été conclue, qui est en cours, je crois, à la Société Générale. On a assisté en fait à une répartition des amendes entre le DOJ, le Department of Justice, et le PNF. Peut-être question directe, une fois encore, veuillez me pardonner. Est-ce que l'AFA est l'interlocuteur direct des autorités étrangères sur ce point? L'AFA, le directeur y reviendra s'il le souhaite, est un des interlocuteurs des autorités étrangères, notamment américaines. Ce n'est pas le seul. Évidemment, quand on est sur des terrains de transactions pénales, les autorités américaines, les autres autorités passent par d'autres canaux, notamment celui de l'entraide pénale, et établissent des relations directes avec les parquets, notamment le PNF. Mais je crois pouvoir vous dire, parce que vous évoquiez la CGIP avec la Société Générale, là, ici encore, le directeur est un peu pudique, il ne dira pas, mais je le dirai à sa place, que l'AFA et son directeur n'ont pas été totalement étrangers, je vais le dire comme ça, dans l'établissement de la CGIP avec la Société Générale et évidemment dans le fait que cette CGIP traduise, faut être prudent, mais traduise quand même une forme d'évolution. On verra si les autorités américaines confirment cette évolution, mais traduisent le fait que sur le fondement de la CGIP, à laquelle l'AFA a contribué pour son établissement, eh bien que pour la première fois, l'autorité américaine a accepté de partager avec l'autorité française et que l'autorité américaine, alors est-ce qu'elle y a renoncé, est-ce qu'elle n'en voulait pas, peu importe, mais au bout du bout, l'autorité américaine n'a pas souhaité coller entre guillemets un moniteur à la Société Générale. Voilà. C'est factuel, donc ça traduit peut-être une évolution positive qu'on aimerait vraiment conforter dans les années qui viennent, puisque c'est un sujet majeur que le directeur abordera sans doute tout à l'heure.
Nicolas Thollet, vous expliquiez peut-être plus que, attention aux fantasmes, il n'y a pas forcément de changement de stratégie des autorités américaines sur ce point. Changement de stratégie, je pense que la stratégie des Américains a toujours été la même et qu'elle ne va pas changer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un vrai lien avec les États-Unis, qu'il y a des Américains qui sont impliqués, que ça se passe sur le territoire américain ou autre, les Américains viendront toujours enquêter sur l'entreprise. Ça ne changera pas. On a chez nous des gens qui viennent du DOJ et qui le disent très clairement. Donc non, et en même temps, la stratégie a toujours été très claire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fantasmes effectivement par rapport à cette extraterritorialité. On dit que les Américains utilisent leurs droits pour des raisons de guerre économique. Je ne sais pas si ce sont les Américains qui utilisent leurs droits ou bien si ce n'est pas plutôt les Français qui utilisent le droit américain pour cacher leur propre incompétence. Dans les cas que je connais, c'est plutôt, j'ai plutôt ma propre idée par rapport à ça. Les Américains ont créé le FCPA en 1977. Pendant 20 ans, ils ont fait du lobbying à l'OCDE pour que les autres pays sanctionnent également la corruption à l'étranger. Puisqu'effectivement, il y avait une concurrence déloyale. Puisqu'en 2002, par exemple, en 2002 en France, on pouvait corrompre l'étranger, c'était déductible fiscalement, alors que c'était répréhensible aux États-Unis. Donc forcément, les Américains ont fait du lobbying auprès de l'OCDE. Ça a donné la convention OCDE, ça a donné un changement du droit pénal en France et dans un certain nombre de pays. Cependant, pendant un certain nombre d'années, les Français, les Allemands et les autres pays n'ont rien fait. On avait cette loi et pour autant on ne bougeait pas. On commence à peine à bouger maintenant. Donc oui, les Américains ont commencé à interpréter leur loi de manière extraterritoriale pour effectivement protéger leurs entreprises. Et oui, ils se sont attaqués à Technip. Et Technip, par exemple, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est les juges français qui ont envoyé le dossier. Donc l'affaire du Costa Rica sur Alcatel, c'était suite à un article dans la presse. Et c'était Alcatel-Lucent à l'époque. Donc les Américains étaient quand même, c'était quand même une entreprise qui était du coup devenue franco-américaine. Mais ils ont également toujours dit, et leur position a été également déclarée récemment, qu'à partir du moment où les autorités locales prendraient les mesures des choses et commenceraient à sanctionner, qu'ils se retireraient. Et c'est ce qu'on commence à voir à partir du moment où, depuis maintenant, depuis l'affaire Petrobras d'ailleurs, où les autorités ont commencé véritablement à communiquer entre elles, à coopérer entre elles et à sanctionner, eh bien, les Américains ont commencé à dire et à créer de nouvelles doctrines où elles ont expliqué qu'elles n'iraient pas enquêter dès lors qu'elles n'ont pas un vrai lien avec un vrai préjudice créé aux États-Unis. Et qu'il y a une investigation qui est menée dans le pays d'origine de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, ça n'a absolument pas changé leur position. Si en France, eh bien, on commence à sanctionner les entreprises, à regarder ce qu'elles font, eh bien, les Américains vont laisser les autorités françaises gérer normalement. En revanche, si effectivement il y a des Américains qui sont impliqués, si ça se passe sur le territoire américain ou autre, eh bien, elles viendront regarder ce qui s'est fait parce que ça les concerne effectivement. Tout comme la France devrait aussi faire la même chose quand ça se passe à l'étranger. Alors justement, pour conclure, peut-être sur un message d'amour, je pense... Ah bon, alors allez-y avant. C'est ce dont nous avons tous conscience en tant que directeur juridique. On était extrêmement exposés. On a prêté le flanc et on avait le bonnet d'âne en France vis-à-vis des Américains et on passait notre temps à appliquer le FCPA quand on pouvait dans les entreprises qui le faisaient. Aujourd'hui, on a conscience qu'on est obligé de se hisser, et c'est la volonté de l'AFA, aux plus hauts standards internationaux. Mais c'est très lourd. Donc, on est contraint à ça. Donc, il faut que l'article 17 est un peu court. Donc, pour expliquer en interne ce niveau d'exigence et ces contraintes, effectivement, il y a les recommandations. On a besoin des guides, des recommandations, d'être appuyés dans ce sacerdoce, j'allais dire, dans ce chemin pour expliquer l'importance de se hisser à des exigences extraordinaires parce qu'on les comprend, mais elles ne sont pas écrites. Donc là, il y a un travail de conviction et qui est un peu lourd à faire. Donc, alors justement, c'est dur.
pour vous rejoindre et peut-être pour conclure, je pense que c'est un challenge. Voilà. vous accordiez tous à dire que finalement tout ça va dans une bonne direction. Le rôle de l'AFA est primordial aujourd'hui dans l'accompagnement des entreprises. Voilà, je vous laisse peut-être, Claire Olive, le dernier mot là-dessus. Vous nous expliquez justement que voilà, tout ça va dans une bonne direction, que l'AFA est réellement un partenaire et un conseil pour les entreprises, et qu'aujourd'hui, de par ce que vous disiez précédemment, les entreprises maintenant accèdent à des niveaux. Oui. Alors, 2 choses. Nous, on a une volonté au Cercle Montesquieu. Aujourd'hui, la commission compliance, c'est 90 membres. Et on a une volonté à la fois de former de plus en plus les équipes des directions juridiques et de partager avec l'AFA. On a fait une formation avec l'EFB, l'AFA, à destination à la fois des avocats et des équipes, parce que tout le monde doit changer de posture dans cette histoire. Les avocats changent de posture, les entreprises et l'AFA. Donc on travaille tous ensemble dans la même direction, même si on a très très peur de recevoir la lettre bleu, blanc, rouge. Nicolas. Donc ça, c'est la première chose. Pardon, excusez-moi. Et la deuxième, pourquoi on se passionne pour cette question dans les directions juridiques, et je voudrais partager ce que je ressens avec ces 90 directeurs juridiques qui font partie de ma commission, parce que, alors je vais dire une banalité, ça donne énormément de sens à nos actions. Et le sens, c'est pas faire du process toute la journée. Le sens, c'est s'occuper des humains qui sont derrière, parce que protéger l'entreprise, c'est protéger, l'instance dirigeance, mais protéger aussi les salariés qui sont exposés à des grosses pressions de business. Et on peut faire ce business qu'en les protégeant et en faisant un business qui correspond aux attentes de l'AFA et du DOJ. Merci. Je pense qu'il faut aussi prendre conscience que ce que fait l'AFA, effectivement, oui, ça va dans le bon sens, et il faut aussi garder à l'esprit que ce qu'ils font, ce sont les seuls dans le monde à le faire. Donc ce qu'ils font, c'est unique dans le monde. Non, mais c'est vrai, c'est pas parce que vous êtes là que j'ai plutôt tendance à... Et vous savez que je dis ce que je pense, donc... Non, mais je pense qu'effectivement, c'est important de le garder à l'esprit, parce que oui, effectivement, il y a des tâtonnements, etc., mais ça va s'améliorant. On voit véritablement de vraies améliorations, franchement, par rapport aux tout premiers contrôles sur lesquels on a travaillé. On voit également que c'est pas forcément un exercice évident, la situation dans laquelle vous êtes entre cette entreprise où il doit coopérer, cette agence, qui doit contrôler, mais également être un conseil. Donc c'est assez compliqué, et pour moi, c'est quelque chose qui va servir d'exemple sur les autres pays européens. Et je crois que l'Espagne et la Pologne sont en train de réfléchir à un modèle un peu similaire à Sapin 2. Je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir au niveau de l'Union européenne. La dernière fois que j'en ai parlé à Vendôme, ils n'étaient pas trop, c'est pas sur leur agenda, mais il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Toujours pas ? Bon. Mais à mon sens, il y a un vrai intérêt à porter ça au niveau européen. Parce que ça marche, mine de rien. Il suffit de regarder, même si on n'est pas encore arrivé à des niveaux qui sont satisfaisants partout, il y a malgré tout des améliorations, et ça va aller que dans ce sens-là. Il ne faut pas oublier pourquoi on le fait. On le fait, certes, parce qu'il y a la loi Sapin 2, et c'est aussi pour éviter d'être sanctionné, mais aussi parce que ça permet véritablement de prévenir la corruption. C'est pas uniquement sur le papier où il faut mettre des process en place pour empêcher la corruption, c'est que véritablement, quand on met ces process en place, on peut prévenir efficacement la corruption. On ne peut pas tout enlever, mais on peut véritablement la diminuer très sensiblement, et il ne faut pas oublier quelles sont les conséquences de la corruption. Regardez l'affaire Lava Jato, regardez le Petrobras, regardez ce qui se passe au Brésil avec Bolsonaro. Et regardez le nombre d'affaires très connues du FCPA, et regardez le nombre de présidents qui sont tombés. Regardez les atteintes à la démocratie de ces affaires de corruption. Regardez l'influence du coup que peuvent avoir les entreprises. Et regardez du coup quel est l'intérêt d'avoir ces départements compliance. Pas uniquement pour se protéger de l'AFA, pas uniquement parce que la loi nous le demande, pas uniquement pour protéger l'entreprise, mais parce que véritablement ça a un effet sur les démocraties à travers le monde. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il nous reste quelques minutes. Madame. Aurélie Van Boegel, Air France KLM, présente.
Moi, je voulais revenir sur le rôle des administrateurs. Vous aviez dit, M. Urbach, donc vous avez parlé du rôle des administrateurs. Moi, c'est justement une question que je m'étais posée à la lecture de l'article 17. Alors, je ne suis pas responsable de la compliance, je suis directeur juridique Banque Finance. Vous pouvez nous en dire plus, enfin, est-ce que c'est dans vos dernières recommandations, parce que voilà, c'est un sujet qui, moi, personnellement, m'avait un peu interrogée. On regarde la manière dont les conseils d'administration, à travers quelques entretiens avec des représentants, notamment des administrateurs indépendants, vous m'entendez ? Oui. Ou a fortiori donc, les administrateurs qui siègent au comité d'audit, on s'assure que dans le contrôle que l'on fait sur l'engagement de l'instance dirigeante, que ces administrateurs savent à peu près déjà de quoi on parle. Oui. C'est de ça dont on parle en réalité. Et au moins capter le fait que les entreprises dont ils sont administrateurs, et qui ça remporte quelques responsabilités, quelques avantages, vous en conviendrez, bien que ces entreprises, qui savent que ces entreprises, l'entreprise dont ils sont administrateurs, et bien évidemment, s'est dotée, en tout cas d'un projet consistant à faire en sorte que cette entreprise soit conforme à la loi Sapin 2. On regarde, mais ça participe pour nous de la première partie des rapports de contrôle qui portent sur l'engagement de l'instance dirigeante, à l'issue de laquelle, dans le cadre de laquelle on émet des observations, le cas échéant, mais à l'issue de laquelle on ne dresse pas de constat de manquement, puisqu'on ne dresse potentiellement des constats de manquement que sur les 8 items de l'article 17. Donc pour être encore plus direct, on regarde parce qu'on considère que l'engagement de l'instance dirigeante est capital pour pouvoir créer les conditions que le dispositif anti-corruption soit bien construit et surtout bien déployé. Mais si on constatait par exemple que des membres du conseil d'administration n'en savent rien, ça n'amène pas le directeur à dresser un constat de manquement. Et en revanche, c'est une information importante pour que le lecteur, y compris l'instance dirigeante, le lecteur du rapport, prenne conscience que pour pouvoir réellement déployer les 8 mesures, pour être efficace, il faut nécessairement une instance dirigeante engagée. Oui. Vous me suivez ? Alors, vous voulez dire de guide pratique, par exemple. Alors, il y a... Oui. Alors, pour le coup, vous avez totalement raison, parce qu'il n'y a pas de guide pratique pour l'instant, ou de guide, ou de fiche pratique, peu importe, qui porte sur l'engagement de l'instance dirigeante. Pour l'instant, ce qui a été publié, c'est la fonction conformité. Voilà. Mais, sans trahir de secret, on a un plan de charge pour 2019. J'exclus pas, je vous dis, je suis très prudent, mais j'exclus pas qu'il y a un moment, le fait que l'AFA construise une fiche pratique ou un guide, peu importe quel nom ça portera, qui portera spécifiquement sur ce qu'on considère comme étant les éléments importants qui traduisent un engagement de l'instance dirigeante. Et dans ce cadre-là, quelle place, quel rôle, quelle responsabilité pour les membres du conseil d'administration. Une dernière question ? Madame. Bonjour monsieur, Laure Lagon, Veolia. J'avais une question très pratico-pratique. Vous avez mentionné que quand on faisait une due diligence d'une entreprise à l'étranger qui remontait avec un red flag, il serait bien vu que l'instance dirigeante mette la main à la pâte, vous avez dit. Est-ce que ça doit être systématique? Parce que du coup, ça va être compliqué dans la vraie vie. On est repassé, nous, par le process de la compliance. On a envoyé une lettre, on a demandé des explications. Il s'agissait uniquement d'allégations de corruption. On a creusé et on voit qu'on ne peut pas aller plus loin. On n'a rien de concret. Est-ce que vraiment l'instance dirigeante doit être impliquée à chaque fois et décider? Alors, il n'y a pas de systématisme dans la question de la manière de gérer un dispositif d'évaluation des tiers. Ça, c'est un message fort que je vous donnerai. Je sais que ça angoisse beaucoup cette histoire de due deal où certains ont le sentiment qu'il faut déployer de manière égale un dispositif très exigeant portant à la fois sur les fournisseurs, les clients et les intermédiaires. Alors, la vision de l'AFA, elle est très simple. D'ailleurs, c'est la vision de la loi en réalité. La loi dit précisément qu'il faut avoir un dispositif d'évaluation des tiers qui soit établi en fonction de la cartographie. Donc, ce qui veut dire que nous, quand nous contrôlons, nous nous assurons que le dispositif de due diligence est modulé, module y compris les vigilances, en fonction des profils de risque différents qu'offrent les fameux tiers avec lesquels il s'agit d'entrer en relation ou de maintenir ou de renouveler nos relations. Oui. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez construit un dispositif qui lui-même est modulé en fonction des profils de risque que présentent les tiers en question, et si votre procédure prévoit le fait que dans certains cas, parce que vous-même dans votre cartographie,
vous aurez identifié le fait qu'entrer en relation avec tel ou tel type de tiers constitue pour vous un risque maximal. Oui. Si dans ce cadre-là, votre procédure de due deal fait qu'au bout du bout, cette information ne remonte pas à l'instance dirigeante, convenez que c'est troublant. Mais ça ne veut pas dire que tous les red flags doivent remonter à l'instance dirigeante. Peut-être certains d'entre eux qui portent sur des tiers que vous aurez vous-même identifiés comme étant particulièrement exposants, entre guillemets. Oui. Donc vous voyez, il n'y a pas d'esprit de système. On n'est pas dans une logique de prescription, là. Vous voyez, ce n'est pas réglementaire. En revanche, si vous-même, vous avez identifié des tiers comme étant particulièrement risqués, c'est un peu étonnant qu'au bout du bout, lorsqu'il s'agit de trancher si on rentre en relation ou pas, le patron ne soit pas dans le coup. Oui. Bien, je vous propose de garder peut-être vos questions pour la suite. L'heure tourne, donc nous avons terminé. Bien, je tiens en tout cas à vous remercier infiniment tous les trois pour le temps et l'expertise que vous nous avez consacrés. Merci beaucoup.